hacking, c'est quoi? L'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment on peut mettre en place des stratégies de croissance ambitieuses, comme l'indique pas cette slide. Donc, ça veut dire quoi, grosso modo? Aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur le growth hacking comme des outils, des petites choses. On va voir comment dans des grosses boîtes, donc des grosses boîtes, que ce soit des gros corporates ou des startups qui ont levé 5, 10, 15, 40 millions d'euros, elles mettent en place des stratégies pour aller chercher plus de croissance plus vite. Donc, si vous êtes venu là pour chercher des petits hacks sur comment on récupère les adresses email d'un groupe Facebook de 12 personnes pour essayer de vendre 2 prestats, ce n'est pas le bon moment. Voilà. Donc, non conventionnel. On va commencer par ça. Alors, le growth hacking, pour moi, c'est comment est-ce qu'on va faire de la croissance de façon non conventionnelle. Alors, quand les gens pensent non conventionnel, souvent ils pensent un peu pirate, ils pensent illégal, etc. Alors, il faut savoir que le terme hacking à la base, en anglais, quand vous le traduisez, ça veut dire bidouilleur. Ça veut dire comment est-ce que, en fait, je vais arriver à trouver une voie détournée. Ça ne veut pas dire hacker informatique, c'est pas un hacker, c'est pas quelqu'un qui va, vous pirater votre boîte mail ou vous piratez votre boîte mail pour ensuite envoyer des messages à vos amis pour leur demander 2000 € en liquide très rapidement, qui leur explique ou qui connaissent un prince africain qui pourrait les aider, etc. C'est pas exactement ça. Bon, on verra tout à l'heure que la différence entre un growth et un escroc tient parfois à quelques valeurs. Mais on passera tout à l'heure. Donc, non conventionnel. Ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, le growth hacking, c'est tout sauf des petites techniques, des petits hacks, comme vous pouvez voir dans tous les articles que vous lisez, les top 10 des hacks pour faire décoller votre boîte. Vous le connaissez sans doute tous, ce hack. C'était, je ne sais pas s'il fonctionne encore, parce que de toute façon, il n'a aucune utilité. C'était que vous pouviez récupérer l'adresse email de tous vos contacts Facebook en passant par la boîte mail Yahoo. C'était le seul intérêt de la boîte mail Yahoo, d'ailleurs. Qui ici encore une adresse email Yahoo? Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? D'accord. Bon, je m'excuse auprès de vous, du coup. Donc, non, mais sans rire, en fait, il y avait un hack qui vous mettiez dans l'adresse email Yahoo, vous faisiez configuration avec vos amis Facebook et vous récupériez leurs adresses email. C'est génial. Sauf que qu'est-ce que vous allez faire d'adresses email personnelles qui ne sont pas segmentées, qui sont juste des noms dans vos amis? Vous allez en fait, en termes de légalité, c'est complètement hors des clous, et en termes d'efficacité, c'est aussi très mauvais. Et pour moi, aujourd'hui, la plupart des hacks qu'on voit, qui sont comment est-ce que j'arrive à récupérer les adresses email de mes contacts LinkedIn, j'ajoute des gens en masse avec un bot et ensuite je télécharge leur adresse email pour leur envoyer une newsletter pour un produit e-commerce qui n'a rien à voir avec ce qu'ils font. Ce genre de hack qui a l'air un peu fascinant, qui est un peu technique, pour moi, c'est pas comme ça qu'on va chercher de la croissance. On verra que c'est le petit dernier mètre qui, dans une boîte, peut vous permettre d'aller chercher 2, 3, 4% de croissance supplémentaire sur un mois, si vous êtes une startup, etc. Ça peut être intéressant, mais ce n'est pas comme ça qu'on va chercher de la croissance. Et nous, notre expérience nous montre que ce n'est pas comme ça. C'est en mettant en place un système et surtout en étant non conventionnel dans l'état d'esprit. Alors là, vous dites, oh, génial, t'en as une autre comme ça, Grégoire. Donc, on va l'illustrer ensuite par des exemples concrets. Je vais vous donner des benchmarks, etc. Vous inquiétez pas, ça va être théorique, mais pas trop. En gros, le but, c'est de vous dire il faut qu'on soit non conventionnel, il faut qu'on fasse différemment des autres. Dites-vous que le principe du non conventionnel, c'est que le jour où tout le monde le fait, ça ne l'est plus. Jusque-là, tout va bien. Donc, avoir un état d'esprit non conventionnel, c'est être en permanence en train de chercher une façon différente de faire par rapport aux autres. On va l'illustrer par quelque chose, une maxime qu'on a poussée un petit peu loin chez Germinal. Qui connaît ici cette maxime fake it until you make it? Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Donc, attendez, on va le refaire. Tout le monde a bien entendu? Tout le monde a lu ce qu'il y avait écrit ici? Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui le connaissent, s'il vous plaît? Ok, donc on a plus de comptes Yahoo. Ok. En termes de stats. Bon, du coup, je vais vous expliquer. Non, mais c'est quelque chose qui est assez connu chez les growth hackers, mais du coup, je vais vous expliquer. En gros, le principe, et c'est là où on est non conventionnel dans l'état d'esprit, c'est la maxime, si je devrais la traduire en français de façon assez maladroite, c'est faites comme si vous aviez quelque chose jusqu'à ce que vous l'ayez vraiment. En gros, c'est, imaginons, vous voulez lancer un business en B2B, vous voulez vendre des voitures électriques. Avant, il y a 5 ou 10 ans. Il y a 5 ans. Elon Musk aurait fait ça. Dans la voiture électrique est un mauvais exemple. Je suis un petit peu déçu. Vous voulez vendre Ah oui, ça pourrait être pas mal ça. Vous voulez vendre de l'alimentation à base de gélules. En gros, c'est avec de la... Comment on appelle ça? De la poudre d'insectes. En gros, c'est juste, vous prenez 5 gélules. Vous voyez Feed, la version hardcore. Avec de la poudre d'insectes. En gros, c'est vous prenez 8 gélules par repas et ça vous remplace vos repas. Imaginons vous lancez un produit comme ça. Il y a 2 façons de lancer votre produit.
Et c'est là où on va voir le côté non conventionnel dans l'état d'esprit, ce que je disais juste avant, qui a plus d'importance que le côté un petit peu hack, un petit peu comment dire, le hack technique. La façon conventionnelle de le faire, la première, c'est vous faites un business plan, vous réfléchissez à votre idée, vous faites un business plan. Ensuite, vous faites une charte graphique pour faire quelque chose. Vous allez voir des industriels, vous voyez combien ça vous coûte, etc. par rapport au business plan, vous validez, vous lancez votre produit en production, vous en commandez, je ne sais pas, 10, 15, 50 000 boîtes, parce que c'est le minimum que l'industriel va vous dire, bah moi je ne peux pas vous en faire moins de 50 000 boîtes. Pour ça, vous avez fait un prêt bancaire, vous avez levé des fonds. Ensuite, vous préparez une campagne de communication et vous lancez votre produit. Et là, vous espérez que ça marche. Parce que si ça ne marche pas, vous n'êtes pas bien. Ça, c'est la façon traditionnelle de faire. Je caricature, bien entendu. Moi, je suis là pour caricaturer, je joue mon personnage à fond. La deuxième façon de faire, c'est dire, en fait, j'en ai un peu rien à faire. Moi, j'ai envie d'aller vite. J'ai envie de savoir rapidement si ça fonctionne. J'ai envie que cette idée, dans 7 jours, je puisse savoir si elle marche. Et j'ai 300 ou 400 € de budget. Et bien là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ce qu'on appelle une landing page, donc une page de lancement. Grosso modo, vous allez faire une page où vous allez expliquer en détail votre produit. Et vous allez faire comme s'il existait. Qui ici, quand il voit une page avec un produit, va vérifier dans les conditions, dans les mentions légales, si la société qui existe depuis longtemps, si c'est vraiment la bonne société, si par ailleurs cette boîte fait d'autres choses, etc. Est-ce que vous, quand vous arrivez sur un site, vous allez vérifier si c'est un vrai produit? Qui ici fait l'effort de vérifier? Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? D'accord. Eh ben, moi, ma cible, c'est les autres. Merci à vous. Merci d'être là. Genre, qui ici met un adblock quand il se balade sur le net? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok. Alors, vous n'êtes pas du tout représentatif. Normalement, il y a 35% des gens qui mettent des adblocks. Là, on est proche des 92%. Bien joué, vous êtes d'une maturité absolument incroyable. Donc, ok, on n'est pas du tout, c'est pas du tout représentatif. Après, je devais m'y attendre un petit peu ici. Mais grosso modo, donc il y a énormément de gens qui ne vérifient pas. Et le but, c'est qu'en fait, vous allez mettre votre produit à la vente, tout simplement. La personne, vous n'allez pas prendre sa carte bleue. Vous allez juste dire « acheter ». Et vous allez mesurer le nombre de personnes qui appuient sur « acheter ». Et en fonction de ce taux, vous allez déterminer si vous avez un bon produit ou un mauvais produit. Et là, vous allez me dire « oui, mais comment est-ce que j'envoie du trafic sur cette page ?» On est bien d'accord? Parce que c'est bien mignon de faire un faux site, de faire un site qui vend un produit qui n'existe pas et d'envoyer du trafic. Il y a plein de difficultés techniques. Eh bien, je vous propose qu'on voit ensemble toutes ces difficultés techniques et qu'on voit comment on peut les dépasser. Et une fois de plus, ces difficultés, elles ne sont pas en fait techniques, elles sont intellectuelles. Et c'est pour ça qu'il faut être non conventionnel. Je vais le répéter une 50aine de fois. Si quelqu'un a un petit bâton, il pourrait cocher à chaque fois que je dis non conventionnel. Généralement, on arrive à 100, 105 par conférence. Donc la première chose, c'est comment est-ce qu'on envoie du trafic? Qui ici a une idée de comment est-ce qu'on peut emmener du trafic pour pas trop cher sur une page qui vend des pilules avec de la poudre d'insectes pour se nourrir en un repas? Qui ici a une idée? Facebook. Exactement. Vous utilisez Facebook Ads. Facebook Ads, c'est génial. Ils collectent toute la donnée des utilisateurs de façon très carrée. Ils prennent soin de votre donnée, comme ils l'ont prouvé à de nombreuses reprises. Faites-leur confiance. Le ciblage d'ailleurs, il y a des ciblages qui ont disparu suite à quelques scandales. Par exemple, le ciblage propriétaire, le ciblage en fonction des revenus, etc. J'étais un peu triste, moi. Mais je me demande comment ils devinaient vos revenus. Sans doute en aidant de façon très sympa et sans analyser. D'ailleurs, il y a des gens qui ont fait des expérimentations pour Facebook, pour montrer à quel point ils poussent de la donnée. Mythe ou réalité, mais il y a des gens qui expliquent qu'ils n'ont jamais liké, par exemple, ils ont créé des pages Facebook, des comptes Facebook neutres, et ils ont commencé à parler de pêche dans Messenger, de la pêche, et ils se sont mis à avoir des pubs de canne à pêche. Donc en gros, la théorie de certaines personnes, c'est que Facebook analyserait ce dont vous parlez sur Messenger, ce que les appels voient. Donc ça, on peut en débattre ou pas en débattre, mais pour vous dire qu'en tout cas, ils regardent où est-ce que vous naviguez, sur quelle page vous allez, quel type de photos vous aimez, etc. Sachant que Facebook, je vous rappelle qu'en termes de data, c'est WhatsApp, Instagram, Facebook. Ce n'est pas juste Facebook. Il y a des gens qui me disent « Non, mais Facebook, c'est pour les vieux. » Vous savez, les petits enfants, les petits trucs là, comment on appelle ça? Des enfants, ouais. Des 2000... Non, 2000... non, il y a aussi des 2002, des 2004, des 2006. 2004, un grand cru. C'était hyper malaisant comme blague. Non, tout ça pour vous dire qu'ils collectent de la donnée de façon très très poussée. Ils ont un algorithme qui vous permet aussi on en parlait tout à l'heure, leur algorithme, ils ont un algorithme très puissant pour faire des tests, etc. Donc c'est vraiment une bonne régie. Et en gros, ce que vous faites, c'est que vous mettez 100 €.
Vous mettez un ciblage. Donc vous définissez une cible qui vous pourrait être pertinente, vous mettez un ciblage, vous envoyez vers le site, et là vous regardez la donnée. Et je peux vous assurer quelque chose, et ça on l'a fait. On a fait ça pour un produit qui vendait, je peux vraiment pas vous dire en fait, parce que c'est filmé, c'est un petit peu embêtant. Bon, qui vendait quelque chose de très innovant du côté de l'agroalimentaire, ça n'avait rien à voir, c'était beaucoup plus stylé que des pilules. Et bien grosso modo, pour vous dire, on a mis 60 € de publicité Facebook, on a eu 140 personnes qui ont rempli un formulaire pour précommander. 140, avec 60 €. Je ne sais pas si vous êtes des experts ici en e-commerce, mais quand vous mettez 60 € de pub et que vous avez 140 clients qui ont répondu à 10 questions pour commander votre produit qui n'est pas encore disponible, c'est généralement que vous avez quelque chose. D'aller demander à certaines grosses entreprises qui, sur des nouveaux concepts, mettent 100 000 € pour avoir 8 commandes. Ceci est du vécu. C'est pas moi qui ai dépensé les 100 000 €, c'est ceux d'avant. C'était un petit tac pour Avast, Publicis, etc. Je vous salue. Non, je vais être... Donc, et là vous allez me dire, ok, première chose, lancer une pub. Vous savez combien de temps ça prend, lancer une publicité Facebook segmentée? Ça prend... Bon, si vous voulez faire les trucs hyper propres, ça met 2 heures. Si vous débutez, ça en met 4. Deuxième chose, créer une charte graphique. Si vous voulez créer une charte graphique pour votre produit pour qu'il soit cool, première chose, vous ne faites pas de logo. Personne ne regarde le logo et ça vous fait perdre du temps. En fait, vous allez juste choisir avec un designer, vous passez un jour et demi sur les grosses valeurs, les couleurs, la typo, etc. Vous prenez que les trucs qui se voient sur une page. Ça vous fait gagner un temps de malade. S'il doit faire une charte graphique complète, ça lui prend 12 jours, mais demande-lui de faire une charte basique pour un site, ça lui prend un jour et demi maximum. Faire un site, vous allez sur des outils comme Webflow.io, comme Strikingly, bon, il y a plein d'outils, c'est pas les meilleurs, nous on aime bien Webflow, mais il y a plein d'autres outils, même il y en a qui sont sur WordPress, etc. Je veux dire, pour les landing pages, c'est pas forcément le plus apte, mais ça marche aussi. Pareil, une journée. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous voulez faire une charte graphique, des packaging, vous savez, il y a des pré-packaging, vous avez juste à mettre votre charte à coller. Vous demandez à un designer, vous achetez en fait des packages sur lesquels vous mettez des packaging sur lesquels vous avez juste à coller votre identité, grosso modo. Tous les designers peuvent faire ça si vous leur forcez un peu la main, parce qu'en fait, en gros, le designer va vous dire, non, moi il me faut 10 jours pour faire une charte. Vous dites, non, mais moi j'ai besoin que de ça, que de ça, que de ça. Il dit, non, mais moi je suis créatif, j'ai besoin de réfléchir. Vous dites, non, t'as un jour et demi. Ça marche. Le mec qui code une page, vous dites non mais moi je vais faire un truc hyper beau avec plein d'animations, tu dis non, moi j'ai juste besoin de faire un truc sur WordPress, sur Webflow, t'as un jour et demi pour le faire, il met un jour et demi. Le mec qui crée des pubs Facebook, il va vous dire non mais moi faut que je réfléchisse, tu comprends, les audiences, faut que je teste, tu dis non, t'as juste 3 heures. Et quand vous faites ça, quand vous forcez les gens, quand d'un point de vue vous allez plus loin, et d'un point de vue, vous allez vous pousser, en fait, vous enlevez vos barrières mentales qu'on vous a mises quand vous étiez à l'école, quand vous êtes en entreprise, dans des grandes entreprises ou dans des petites entreprises aussi, ou des startups, même souvent, et que vous cassez tout ça pour vous dire qu'il faut que j'aille le plus possible pour tester mon produit. Je peux vous le dire, en 4 jours, vous pouvez sortir la production pour tester un produit. Et nous, là, vous allez me dire, certains d'entre vous seront peut-être dubitatifs, nous, on a appris à le faire de façon industrielle. Nous, aujourd'hui, on teste entre 4 et 5 concepts, comme je vous ai dit, par semaine pour des entreprises. Donc, c'est... Non mais nous on l'a fait, on est un peu débiles. Mais vous pouvez le faire chez vous, avec vos moyens, avec 1 ou 2 freelances, c'est tout à fait possible. Et tout ça, ça ne demande aucune expertise technique. Et là vous allez me dire, oui du coup ça ne demande aucune expertise, tout le monde peut le faire. Oui, mais ça vous demande de penser différemment. Ça vous demande de voir les choses différemment. Donc c'est ça, le fake it until you make it, you can make it, c'est comme ça. Et en B2B, vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait? Eh bien je vais vous le dire, en B2B, vous envoyez des emails et vous essayez de décrocher des rendez-vous commerciaux. Et quand vous êtes en rendez-vous commercial, vous essayez de vendre le produit qui n'existe pas. Je l'ai fait pour Germinal. J'ai décroché un contrat, quelque chose comme un de nos premiers contrats, c'était quelque chose comme 6 ou 7 000 € par mois. J'avais pas d'associé, j'avais pas de cabis, j'avais pas de bureau. En fait, j'étais moi tout seul. Et on l'a vendu, c'était satisfait remboursé. Hein. Donc il faut aussi de l'éthique derrière. C'était satisfait remboursé, les clients étaient très satisfaits, mais du coup j'ai trouvé mes bureaux, j'ai trouvé mes associés, j'ai déposé mon cabis, on a fait la prestation. Et ça m'a permis de gagner du temps. Et en gros, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, que vous lanciez un projet en B2B, en B2C, que vous soyez une PME qui veut lancer un nouveau produit, un grand groupe, une start-up qui veut lancer un nouveau produit, vous n'êtes pas obligé d'y passer 6 mois, 8 mois, 1 an, de mettre 1 million d'euros. Vous pouvez très bien le faire dans 95% des cas. Et je vous le dis vraiment dans 95% des cas, seulement avec 7 jours de travail. Alors, tout ça, ça pose quand même des problèmes, on va le voir après en termes d'acquisition, en termes de significativité, comment est-ce qu'on sait si on a des bons ou des mauvais résultats, etc. On va revenir dessus. Donc là, je vous ai expliqué comment est-ce qu'on pouvait, d'un point de vue non conventionnel, lancer des nouveaux produits. Donc on l'a vu.
Le growth hacking, ce n'est pas juste des petits hacks, c'est aussi une façon différente de penser. Et c'est comme ça qu'on peut aller chercher de la croissance en lançant des nouveaux produits, avec ce fameux fake it till you make it. Et si vous avez déjà un produit qui existe, vous êtes assis là, vous vous demandez tous pourquoi je parle de ça depuis tout à l'heure, parce que vous n'avez aucun produit à lancer. Slide suivante. C'est nul, hein, j'ai juste un mot par slide. Au moins, vous êtes obligé de me regarder. Parce que bon, et d'ailleurs, ça ne doit pas être hyper agréable. Je transpire, je suis mal coiffé, j'ai des boutons. Itératif. Qu'est-ce que c'est le concept d'itération? Qui ici sait ce que c'est, là normalement, la méthode agile? Est-ce que vous pouvez lever la main? Yes. Qui ici applique la méthode agile dans sa façon d'aller chercher des nouveaux prospects, des nouveaux clients, c'est-à-dire de faire des sprints à la semaine, etc. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, qui en a déjà entendu parler que quand on fait de l'acquisition client, il faut faire des sprints, il faut faire des tests toutes les semaines, etc. Est-ce que vous pouvez lever la main? Waouh, ah non en fait. Vous êtes tous venus pour le SEO en fait. Ça c'est bizarre. En gros, le concept de la méthode agile en développement web, qui est, je ne suis pas un expert de la méthode agile en développement web, hein, mais du coup, désolé pour ceux qui pourraient voir chez moi des propos inexacts, mais je vais y passer que quelques secondes. En gros, le principe du développement web, c'est de dire on ne sait pas exactement où on va aller, on sait où on veut aller, mais on ne sait pas quels obstacles techniques on va avoir devant nous, on ne sait pas combien de temps on va passer, et on va faire des sprints à la semaine, on va faire une review de ce qui a été fait, et en fonction de ce qui a été fait et de ce qu'on va voir en termes de bugs, etc., on va faire des sprints les uns après les autres, et au lieu de faire un énorme projet avec un cahier des charges, on va avancer petit pas par petit pas, et en définitive, cette méthode-là va nous permettre d'aller plus vite, de gagner plus de temps et d'économiser plus de ressources. En résumé, si j'ai bien compris. Si j'ai mal compris, merci de ne pas me le faire remarquer. Pour l'acquisition client, pour aller chercher des nouveaux clients, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, la façon traditionnelle de faire l'acquisition client, et c'est une méthode qui est héritée d'il y a une vingtaine d'années, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Il y a encore 20 ans, vous étiez obligé de faire du print, de faire de l'affichage ou de faire de la télé. Quel est le problème de l'affichage ou de la télé, ou de l'affichage dans le métro? Vous êtes obligé de mettre des gros budgets. Et vous ne pouvez pas dire ouais, en fait, ce rouge, je l'aime pas, on va décrocher toutes les affiches en France entière et on va le changer. Ou quand vous avez lancé une campagne à la télé, vous ne pouvez pas lancer 12 campagnes à la télé différentes. Vous voyez? Et en plus, vous n'avez pas les résultats tout de suite, vous êtes obligé de lancer des énormes campagnes qui coûtent énormément d'argent, qui prennent énormément de temps à mettre en place. Et de ce fait-là, en fait, les agences qui mettaient en place ces campagnes n'ont pas évolué et les professeurs qui expliquaient comment on faisait même au niveau de l'éducation n'ont pas évolué. Et en fait, il y en a beaucoup qui utilisent encore ces méthodes pour l'acquisition client. Ce qui fait que moi, je me retrouve aujourd'hui dans des réunions vraiment hyper intéressantes où en gros, on est en train d'hésiter entre 5 phrases, entre 5 catchlines pour vendre un produit. Aujourd'hui, vous hésitez entre 5 phrases, 5 propositions de valeur, 5 façons de vendre un produit différentes. Hier, quand vous aviez la télé, vous étiez obligé de choisir la meilleure. Et vous étiez obligé de réfléchir très longtemps. Et généralement, c'était le supérieur qui avait raison. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, testez les 5. Et en fait, toute cette phase de débat, toute cette phase de réflexion, enfin de réflexion non, mais toute cette phase de débat qui prend extrêmement longtemps, elle devient complètement inutile. Alors, comment est-ce qu'on s'organise? Parce que généralement, dire qu'il faut faire des itérations, faire des sprints, c'est bien, mais comment est-ce qu'on s'y prend concrètement? Et comment aujourd'hui, c'est ça qui apporte le plus de croissance des entreprises. Eh bien, imaginez si vous êtes une start-up, vous avez levé 20 millions d'euros. Je ne vais pas citer, mais vous les avez dans nos références. Si vous voulez savoir de qui je parle, vous devrez arriver à deviner. Grosso modo, la méthode, elle est simple. Vous faites un meeting où vous dites, OK, quelles sont les idées qu'on a pour faire de la croissance? Donc ça va être lancer des publicités Facebook parce qu'on n'a jamais lancé de publicité Facebook, ça va être lancer des campagnes Google Ads, ça va être envoyer des emails, ça va être créer un événement physique, etc. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne toutes les idées qui ont un ROI qui est mesurable. Donc c'est-à-dire on peut savoir rapidement si ça fonctionne. Et c'est ça notre premier focus. Et qu'on peut lancer en moins d'une semaine. Alors là, vous allez me dire, ça limite la quantité de tests. Mais je recommande, quand on met en place la démarche au départ, de s'y prendre comme ça. Vous prenez tout ce que vous pouvez mesurer qui peut avoir un ROI en moins d'une semaine. Ça, c'est la stratégie. Vous faites une réunion, on appelle ça un growth meeting, où en gros, vous allez classer, le premier growth meeting est long, toutes ces idées-là. Donc, lancer des campagnes Google AdWords, etc. Ça peut être n'importe quoi. Et en fait, ça va aller chercher 3 types de choses différentes. La première chose, ça va être quel canal d'acquisition on va utiliser. Est-ce qu'on va distribuer des flyers? Est-ce qu'on va faire de la publicité Facebook? On va faire de la publicité sur Instagram, de la publicité sur Twitter, on va envoyer des emails, on va faire de la publicité de réengagement, etc. Donc c'est sur quel canal d'acquisition? Première étape.
Donc ça, c'est le premier levier sur lequel vous pouvez agir. Le deuxième levier sur lequel vous pouvez agir, c'est quel type de cible, quel type de data-driven persona, quel type d'audience vous pouvez aller cibler. Parce que souvent, on a des entreprises en fait, qui sont que sur une audience, elles se rendent compte que quand elles testent d'autres audiences, elles ont des très bons résultats aussi. Et ça peut vous permettre de grossir. Et surtout, ne sous-estimez pas cette chose-là. Pouvoir toucher plusieurs audiences, d'autres audiences que la vôtre, votre cœur audience, tester d'autres audiences, c'est ce qui permet aujourd'hui aux startups de grossir. Aujourd'hui, les startups qui sont bloquées, ça peut être à cause du canal d'acquisition, mais ça, elles n'y pensent pas, c'est souvent à cause de l'audience. Elles n'arrivent pas à trouver d'autres audiences. Elles restent bloquées dans leur audience de base. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, c'est vraiment ça qui vous bloque. Vous verrez demain avec Facebook Ads, Hugo qui n'est plus là, qui expliquera les lookalikes, etc. Mais en fait, il y a même des méthodes dans l'algorithme de Facebook pour aller chercher d'autres types d'audience. Mais voilà, vous pouvez cibler d'autres centres d'intérêt, etc. Il y a des choses assez fortes. Et la troisième chose, le troisième levier sur lequel vous pouvez agir dans cette démarche itérative, et donc dans ces propositions, c'est la proposition de valeur. C'est qu'est-ce qu'on va proposer au client, comment on va vendre le produit. Il faut savoir que parfois, en prenant un nouveau canal d'acquisition, une nouvelle cible et en le vendant d'une façon, donc une proposition de valeur dont vous ne l'aviez jamais vendue avant, c'est comme ça qu'on va chercher la croissance. Et il faut savoir que ce type de paramètres, donc changer d'audience, changer de proposition de valeur, changer de canal d'acquisition, pour moi, il faut faire comme 3 tests par semaine au minimum. 3. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un vous dit moi j'aimerais bien tester 2 nouveaux canaux d'acquisition, j'ai 3 audiences à tester, grosso modo, et 2 propositions de valeur, vous en avez pour 2 semaines. Ça, généralement, ça prend plutôt 6 mois. Et une fois de plus, si vous vous mettez à vous battre sur quelle est la meilleure idée, si à un moment vous vous retrouvez à dire moi je pense que ça c'est mieux, moi je pense que ça c'est mieux, c'est que vous n'y êtes pas. Quand quelqu'un dit je pense dans une réunion pour faire du growth, c'est mauvais signe. Moi je ne pense pas énormément, par exemple. On ne dit pas je pense, on dit je teste. Et c'est une grande différence. Quand vous commencez à avoir des débats d'idées sur moi je pense que cette idée est la meilleure, c'est ce jour-là où votre croissance s'arrête. Je peux vous le dire, dans les grosses entreprises, ce qui tue la croissance, c'est je pense. Et en fait, on va réfléchir pendant 2 mois, 3 mois à la meilleure idée, alors qu'en fait, en 3 mois, on aurait pu tester toutes les idées de toutes les personnes dans la salle. Donc, on a ces trois choses sur lesquelles on a des leviers d'action. Et parfois, souvent dans les startups, elles ne jouent que sur le canal d'acquisition. Elles ne jouent pas sur l'audience, elles ne jouent pas sur la proposition de valeur. Les startups en hyper-croissance. Donc, itératif, on fait un meeting, on va agir sur ces 3 leviers. Ensuite, on prévoit des tests pour la semaine. Donc, nous, ce qu'on fait généralement, c'est 3 jours de tests qu'on se répartit entre les personnes. Vous avez 1 semaine pour mettre en place ces tests, pour les produire. Donc, que ce soit créer une nouvelle landing page pour une nouvelle cible, lancer une pub avec une nouvelle audience, tester une nouvelle proposition de valeur, mettre en place du Google Ads parce que vous n'en avez jamais mis en place, je pense que vous avez compris de quoi il s'agissait. Et vous dites, on a 1 semaine pour le faire, et dans 1 semaine, on se voit. Et là, c'est très important, 1 semaine, pas plus. Pourquoi? Si vous dites aux gens que vous avez 1 semaine ou qu'ils ont 1 mois, grosso modo, si vous leur dites qu'ils ont 1 semaine, ils s'y prennent 3 jours avant. Si vous leur dites qu'ils ont 1 mois, ils s'y prennent 3 jours avant. C'est une règle. Si vous ne contraignez pas, et ça, c'est des petits tips qui paraissent anodins, mais qui font, oui ou non, la réussite d'une stratégie de growth hacking. Vous voyez toutes les semaines, vous dites on a 1 semaine pour le faire. Et à la semaine, tout le monde présente ce qu'il a fait. Et je peux vous assurer que quand vous arrivez à une réunion, et que tout le monde a fait son taf et que vous ne l'avez pas fait, il n'y a même pas besoin de blâmer les gens. Ils changent de couleur, ils perdent leurs cheveux. Et c'est assez catastrophique. Une fois que vous avez vu la réunion, que vous voyez le travail des autres, vous avez 24 heures pour lancer. Quels que soient les problèmes techniques, quelles que soient les dissensions sur ça, je ne suis pas d'accord, etc., vous avez 24 heures pour lancer. C'est la règle absolue. Si vous n'avez pas 24 heures pour lancer, vous ne lancerez pas. Une fois de plus, on ne pense pas, on ne se pose pas de questions, on lance. Et si quelqu'un pense que il y a une seule règle pour laquelle on ne doit pas lancer un test, et une seule, c'est est-ce que si ce test réussit, est-ce que si ce test fonctionne, est-ce que je vais assumer pour ma marque, pour mes salariés, pour la culture de boîte, pour ce dont je me représente le produit, est-ce que je serai capable de prendre ce test et de le développer à grande échelle? Imaginons. Vous faites un test où quelqu'un propose de faire de la publicité sur des sites pornographiques. C'est en moyenne 10 fois moins cher. J'essaie de le dire hyper sérieusement, mais je ne vais pas y arriver. C'est Hit24 qui a fait ça aux États-Unis il y a 2 ans. Vous savez, tous les canaux d'acquisition sont complètement en fait, saturés. Et Hit24 a fait de la publicité sur des sites pornographiques. Ils avaient un ROI qui était 2, 3, 4 fois supérieur par rapport à la publicité sur Facebook, Google, etc. Vous êtes LVMH. Imaginez, mettez-vous dans la peau du personnage.
Vous êtes LVMH, vous vendez des montres à 5 000 € pour une de vos maisons. Vous voyez ce test. Est-ce que s'il fonctionne, vous allez le mettre en place? Non. Donc vous ne le lancez pas. C'est la seule chose qui vous empêche de lancer un test. La seule chose. Et ça, il faut bien s'en rappeler. Et ça, c'est extrêmement important. Et que ce soit avec votre patron, avec les personnes qui s'occupent des tests, que ce soit en dessous, au-dessus, avec vos collègues, c'est la même chose. Si le test, on ne donne pas son avis. Les avis, c'est ce qui tue la croissance de votre boîte. Les guerres d'ego sur mon idée est meilleure que la tienne, c'est ce qui tue la croissance de la boîte. Nous, aujourd'hui, on a un principe chez Germinal que vous pouvez reproduire. Toutes les gens qui ont des idées de merde, je leur dis, tu as 3 heures pour me prouver que ça marche de ton temps de travail. Et bien, vous savez quoi? Une fois sur 10, je me trompe. Mais la fois sur 10 où je me suis trompé, c'était sans doute un des trucs les plus géniaux qu'on ait jamais fait. Donc, ça vaut le coup d'essayer. Donc, le process itératif. Une fois que vous avez fini votre réunion, que vous avez lancé, ce que vous faites, c'est que vous lancez d'autres productions. Et en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais chaque semaine, vous allez valider les productions qui ont été faites la semaine précédente, que vous allez lancer ensuite. Donc dans les 24 heures, vous allez lancer les tests live, donc vous allez lancer la campagne publicitaire, vous allez mettre le site en ligne, etc. Et vous allez analyser les résultats de la semaine précédente, les campagnes qui ont été live. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que chaque semaine, vous allez regarder les productions, vous allez regarder les résultats, et en fonction des résultats, vous allez lancer des nouveaux tests. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lancer des nouveaux tests en fonction des résultats, dans 98% des cas, le plan de test que vous avez imaginé au départ sur 4, 5, 6 semaines, semaine 2, il vole en éclats. Parce que les résultats ne sont jamais ceux qu'on attend. Donc, chaque semaine, on se voit, on regarde la production, on les lance dans 24 heures, on analyse les tests qui ont été lancés la semaine précédente et on lance des nouveaux tests. Et ça peut paraître simple, mais aujourd'hui, aucune des startups avec lesquelles on a des relations, pas forcément avec lesquelles on travaille, quasiment aucune des startups avec lesquelles on travaille n'arrive à tenir cette routine, et celle qui arrive à le tenir, je peux vous assurer que ça dépote sévère. Autre idée, juste sur une aparté sur les itérations. Là, j'ai parlé de campagnes d'acquisition, etc. Il faut savoir qu'il y a les campagnes de pub, les emails, les façons dont on envoie du trafic. Et il y a une deuxième chose qui est très importante, les landing pages. En termes de tests, c'est juste une aparté. Sur les landing pages, vous savez, bon, c'est les sites que vous allez faire. En fait, c'est un site que vous allez faire, une one page, donc on ne peut pas sortir, que vous faites que pour une seule cible, que pour une seule audience. Une proposition de valeur, une audience égale une page. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, si vous avez 3 propositions de valeur et 3 audiences, vous avez 9 pages. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens sont devenus tellement forts sur les canaux d'acquisition, sur les campagnes, etc., que c'est bien de tester le canal d'acquisition, l'audience et la proposition de valeur. Mais le test de proposition de valeur, il faut le faire au niveau de la pub, mais surtout, il faut travailler la page, la landing page. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, nous, que le taux de conversion, le cœur de la conversion, l'endroit où vous réussissez ou pas votre croissance, c'est sur la landing page. C'est sur le site que vous allez faire pour l'audience. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, avoir 3, 4, 10, 15 pages en fonction des cibles, des audiences, enfin, en fonction des audiences, en fonction des propositions de valeur, c'est ce qui vous permet de faire exploser votre taux de conversion. Parce que c'est aujourd'hui le point qui est le moins maîtrisé. Je peux vous le dire, aujourd'hui en 2019, la bataille se fera sur les landing pages. Pour les gens qui font l'acquisition payante sur des domaines qui sont concurrentiels. Aujourd'hui, c'est facile de trouver un bon freelance en Google AdWords, une bonne boîte, etc. C'est pas facile, mais c'est devenu une commodité. Trouver quelqu'un qui sait faire des landing pages, c'est extrêmement difficile. Et nous, aujourd'hui, on est arrivé dans des boîtes où en gros leur coût par conversion était à une trentaine d'euros. On a juste bougé leur landing page, leur coût par conversion est tombé à 9 euros. Juste parce qu'on a changé le call to action, l'image. En fait, on l'a juste organisé de façon à ce qu'elle convertisse. Donc soyez très attentifs et sachez que la landing page, quand vous ne convertissez pas, quand ça ne fonctionne pas, quand vous avez des bonnes perfs, que vous voyez que vous avez plein de trafic mais que ça ne marche pas, il y a 2 solutions. Soit le produit est mauvais et dans ce cas-là, changez de boîte, soit la landing page est mauvaise. Et j'espère pour vous que c'est la deuxième hypothèse. Benchmark. Alors, le problème quand on fait des tests chaque semaine comme ça, à votre avis, quel est-il? Et c'est un énorme problème. Parce que là, normalement, vous ne le voyez pas, mais quand vous allez vous mettre à faire des tests chaque semaine, la première semaine, à la deuxième réunion, troisième réunion, pardon, quand vous allez analyser les tests qui ont été lancés, vous allez avoir un énorme problème. Quel est-il? Pardon? La réponse au tableau. En fait, vous regardez vos stats et vous ne savez pas si c'est bien ou pas. Vous ne savez juste pas. Vous dites, bah là, j'ai 1,2% de CTR sur Facebook Ads, j'ai un coût par clic à 40 centimes. Je ne sais pas.
Et aujourd'hui, c'est un énorme problème dans beaucoup de boîtes, c'est que quand vous ne travaillez que dans une seule boîte, en fait, vous avez que les stats de votre boîte et vous êtes incapable de savoir si c'est des bonnes stats ou pas. Là, je vais vous donner quelques ordres d'idées pour arriver à savoir. Je vais vous donner notre top metrics, c'est-à-dire, vous connaissez la notion de product market fit? C'est quand vous avez une adéquation produit-marché, en fait, vous avez une énorme traction parce que votre produit plaît tellement, en fait, vous avez le bon canal d'acquisition avec la bonne audience, avec la bonne proposition de valeur, et du coup, ça plaît tellement que toutes vos métriques, elles décrochent complètement. Pour vous donner un ordre d'idée, la moyenne du CTR, le CTR, c'est le taux de clic sur Facebook, c'est le nombre de gens, quand ils voient votre pub, qui cliquent dessus. Je parle beaucoup de Facebook parce qu'aujourd'hui, Facebook, c'est la régie pub sur laquelle vous pouvez faire de la performance. C'est-à-dire que c'est de plus en plus concurrentiel, c'est de plus en plus difficile. Mais pour avoir fait beaucoup de tests sur beaucoup de régies pub, c'est l'endroit où aujourd'hui, si vous faites du e-commerce, etc., vous pouvez vraiment avoir de la grosse perf. Et quand vous avez un product market fit, donc une adéquation produit-marché, une traction, vous pouvez vraiment avoir des stats de malade. Genre c'est une machine à cash. Genre vous appuyez, ça tourne, ça tombe. Parce que les algorithmes sont extrêmement bons, etc. Mais je vais revenir un petit peu sur tous les canaux d'acquisition très rapidement après pour vous donner un petit peu les caractéristiques de tous les canaux d'acquisition. Pour vous dire, aujourd'hui, quand vous avez nous, aujourd'hui, les records qu'on a eu cette année, en 2018, pour que vous ayez un ordre d'idée, en moyenne, on a un CTR de entre 1,1 et 1,4% sur Facebook, donc un nombre de gens qui cliquent qui est entre 1,1 et 1,4%. Notre record, c'est 8,5%. C'est-à-dire que sur une publicité qui a la bonne audience, avec un produit hyper innovant, hyper intéressant, qui n'existait pas encore, il y a 2 slides, on a réussi à avoir 8,5% de clics, ce qui est totalement stratosphérique. Donc vous aujourd'hui, si vous lancez un nouveau produit, vous êtes à 1,5%, 1,2%, en fait vous n'avez pas une énorme traction. Vous avez des stats qui sont bonnes, vous n'avez pas une énorme traction. Deuxième chose, un taux de conversion sur une landing page. Aujourd'hui, c'est possible d'avoir un taux de conversion à 45% sur une landing page. 45%, et pas en AdWords, en push, par exemple sur Facebook. C'est-à-dire à des gens à qui vous poussez un produit, qui ne connaissent pas le produit, qui ne le cherchent pas, vous pouvez avoir 45% de taux de conversion. Nous, on considère qu'un bon taux de conversion hors e-commerce, ou hors quelque chose que vous êtes obligé de payer tout de suite, mais par exemple un ajouter au panier, un demander un devis, il faut avoir au-dessus de 7-8%. Là, vous êtes sur quelque chose qui est bien, pour vous donner un ordre d'idée. Aujourd'hui, pour faire une revue des différents canaux d'acquisition, pour que vous puissiez arriver à vous positionner. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, on n'est pas très fan, mais tout ce qui est display, vous voyez, affichage, bannière sur des sites, etc., on a très peu de perfs. C'est des tests qu'on fait assez peu. LinkedIn Ads, c'est extrêmement cher. Okay. C'est extrêmement cher. Aujourd'hui, un taux moyen sur LinkedIn Ads, c'est 3-4 € le clic. Si vous n'avez pas un panier moyen qui est extrêmement élevé sur des professionnels extrêmement avertis, ça coûte très cher. Nous, le meilleur taux de clic qu'on a eu, enfin le meilleur coût par clic, c'est 80 centimes. Et c'était sur une cible étudiant. Parce qu'en fait, il y a moins. Donc voilà, c'est extrêmement cher. C'est en moyenne 5 à 10 fois plus cher que Facebook Ads. Vous avez moins d'engagement. Si vous faites du professionnel, moi, ce que je vous recommande, c'est d'envoyer des emails. Vous avez des outils pour scraper sur LinkedIn, pour récupérer des bases d'emails professionnelles que vous pouvez contacter du coup. Et là, je vous recommande vraiment d'envoyer des emails. C'est ce qui marche le mieux pour les pros. Aujourd'hui, si vous voulez cibler les pros, c'est email ou Google Ads. Ça marche bien. Si vous voulez cibler les particuliers, c'est la régie Facebook. Donc Facebook Ads, placement Facebook Ads notamment, et Google Ads aussi qui fonctionne très bien. Instagram Ads en organique, c'est génial. Instagram. Mais alors en payant, il faut vraiment être sur une niche très affinitaire pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, Instagram Ads est systématiquement 1,5 à 2 fois plus cher que Facebook Ads. Je ne dis pas en organique, hein, je parle vraiment en payant, sauf si vous êtes vraiment sur des trucs très très précis. Ouais, par exemple, si vous êtes sur du fitness, sur certains types d'objets de luxe, sur certains types de hobbies très particuliers, vous avez des communautés très fortes, là vous avez des très bons résultats, mais sinon c'est très difficile. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée en termes de benchmark aujourd'hui de ce qui se fait. Et vous, aujourd'hui, quand vous testez, l'essentiel quand vous allez tester, c'est à chaque fois que vous avez de la data, vous appelez tous vos potes qui ont fait des tests dans ce domaine-là et vous leur demandez les stats qu'ils ont. Et en fait, pour avoir une stratégie de test qui fonctionne, c'est bon là c'est les tests que je vous ai donnés pour avoir un ordre d'idée, mais c'est surtout, oui Pinterest aussi, ça marche très bien pour la notoriété ciblée, mais ça a beaucoup de mal à marcher. C'est une régie qui a été lancée il y a un mois. On a beaucoup de mal à faire convertir les gens sur Pinterest. Oui, il y avait une question. Pardon ? Twitter Ads, nous on a fait des tests, ça s'est jamais très bien passé. Donc, mais j'avoue que j'ai pas là pour le coup j'ai pas de gros retours à faire. Je suis désolé. Donc le benchmark c'est 1, vous devez garder toutes les stats de la boîte pour pouvoir savoir si par rapport à ce qui a été fait avant ça marchait. 2, vous devez appeler tous vos potes, tous vos collègues qui ont fait des choses et savoir si par rapport à ce qu'ils font vous êtes bien ou vous n'êtes pas bien. Si vous avez un mauvais benchmark, vous allez faire des mauvaises conclusions. Si vous tirez des mauvaises conclusions, vous allez faire des mauvais tests. Comme il me reste que 3 minutes, je suis désolé. Je vais un peu plus vite. La significativité des tests, c'est un énorme problème.
c'est que souvent vous faites des beaux tests, vous mettez 400 € de budget et en fait vous ne pouvez rien conclure. Parce que si vous faites des règles de stats, il y a plein de modèles de stats, vous mettez le nombre de conversions que vous avez eu, vous mettez votre taux de conversion, le nombre de visiteurs et il vous dit si c'est statistiquement fiable ou pas, significatif. Eh bien il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des tests que je vois dans des startups ou des grands comptes qui sont validés ne sont pas significatifs. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas assez de budget. Si aujourd'hui vous avez une différence de 10 ou 15% de coût par conversion sur un lead en e-commerce ou en B2B et que vous avez eu que 500 visites, ce n'est pas significatif. Nous, on est arrivé sur des tests où il n'y avait que 5% d'écart, il fallait mettre 10 000 € de budget pour que ce soit significatif. 10 000 €. Donc, regardez toujours si c'est significatif et ne faites pas des conclusions si ça ne l'est pas. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des tests significatifs ? Du coup, parce qu'on est bloqué, on n'a pas tous 10 000 € de budget. Règle numéro 1, testez des choses qui sont très très différentes les unes des autres. Vous testez un groupe de pub avec une proposition de valeur, un autre groupe de pub avec une autre proposition de valeur très différente, etc. L'A/B testing, on oublie, ça ne sert à rien de changer la couleur du bouton. Parce qu'il faut mettre 20 000 balles pour savoir si ça marche. Ça ne sert à rien. Si vous allez juste tirer des conclusions, faire des sprints qui ne servent à rien. Donc, on fait des landing pages. Nous, ce qu'on fait la technique, quand on arrive sur un nouveau business qui ne teste pas beaucoup, c'est vous faites 4 landing pages très différentes, avec des angles complètement différents, des audiences complètement différentes. Vous mettez 300 € par landing page, et là, vous allez voir des coûts hyper différents. Si vous avez un coût par lead à 2 € et qu'à côté, vous avez un coût par lead à 14, là, c'est bon. Et en plus, autre stratégie de test, quand vous êtes au tout début, faites des choses très différentes, ça vous permet d'être plus significatif et aussi ça vous permet de découvrir des choses plus vite. Si vous faites que des tout petits tests sur des petites audiences, vous changez juste quelques phrases, etc., vous ne faites pas des choses qui sont radicales, vous n'allez pas avoir des résultats qui vont être radicaux et si vous n'avez pas de résultats qui sont radicaux, eh ben en fait vous pouvez pas casser la top line, vous ne pouvez pas éclater vos perfs. Donc faites des choses très différentes parce que c'est plus significatif. Et parce que ça vous permet de tout de suite avoir des benchmarks qui sont de meilleure qualité, parce que comme vous avez testé plein de choses, vous savez quand vous êtes très haut, vous savez quand vous êtes très bas. Voilà. Mince, du coup je voulais aller trop vite. Tout ça pour dire qu'en termes de significativité, faites très attention. Testez des choses radicales parce qu'en fait, sinon vous perdez votre temps. Et si vous n'avez pas, et si vous lancez des tests, et aussi un autre point, quand vous avez des choses qui ne sont pas assez significatives, quand vous passez du temps à faire un test, dites-vous toujours combien de temps est-ce que ça me prend et combien ça coûte. Je vous explique. J'ai une boîte qui lance un test, ils ont mis 4 jours à mettre en place le test, ils ont mis 300 € de pub Facebook. 4 jours. Qui paye des salariés ici ? Vous levez la main ? Voilà. 4 jours, à votre avis, ça coûte combien ? Un mec à 40K par an. Ouais. Voilà, 1000 € juste le salaire. Après, il y a les charges, etc. Enfin, il y a le loyer, etc. Vous êtes entre 1000 et 1500 €. Et ils ont mis 200 € de budget. Et il m'a dit, ouais, mais moi, je ne vais pas mettre plus. Et ça, c'est un réflexe aussi de gens qui veulent économiser de l'argent. Je finis, d'accord. Première anecdote. Vous dites, ok, je veux faire des économies, etc. Et en fait, vous faites 4 jours sur un test, vous passez 200 €, vous ne pouvez pas conclure. Vous auriez mis 200 € de plus, vous auriez pu conclure. C'est quoi ? En fait, il faut savoir que quand vous passez du temps sur un test, c'est de l'argent. Et cet argent, il faut que du coup le budget publicitaire que vous utilisez en face soit proportionnel au temps que vous avez passé. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Donc que vous soyez salarié, que vous vouliez économiser de l'argent et qu'en fait vous vous retrouvez à tester des choses, à passer 10 jours à chaque fois pour faire économiser 200 € à votre boîte, ça ne vaut pas le coup. Et si vous êtes chef d'entreprise et que vous dites à vos salariés de ne pas dépenser et que vous oubliez qu'en fait ils ont passé beaucoup de temps dessus, c'est aussi une mauvaise méthode. Donc quand vous faites vos tests, pensez toujours à ces 2 facteurs. Combien est-ce que ça me rapporte ? Enfin, 3 facteurs. Combien est-ce que ça me rapporte ? Combien d'euros j'ai mis pour le test ? Et combien est-ce que ça m'a coûté en temps homme ? Et c'est cette 3e métrique qui n'est pas utilisée. Souvent, j'ai des gens qui font 8 semaines de test et qui me disent on était à 15 € le lead, maintenant on est à 13 €. Ça nous fait économiser 4 000 € de budget sur l'année. Vous avez dépensé 20 000 € de temps homme, les gars. Ça ne servait à rien. Voilà. Enfin, pour conclure, la croissance, ce n'est pas des petits hacks, c'est une méthode bien organisée, c'est des benchmarks, la significativité, un état d'esprit non conventionnel, et c'est avec ça que vous allez chercher de la croissance, et c'est avec ça que vous allez pouvoir monter des très belles boîtes. Merci à tous.